une marée de conteneurs dans l'enceinte du port de Douala, le plus vaste d'Afrique centrale et la principale porte d'entrée de marchandises pour les économies du Cameroun, de la Centrafrique et du Tchad. En apparence, rien n'a changé ici pour Guy Merlin, qui déplace chaque jour des dizaines de conteneurs. Mais aujourd'hui, il ne travaille plus pour Bolloré, qui a perdu la gestion du terminal le 1er janvier dernier. Les 440 ex-employés du groupe français ont été tous réquisitionnés par l'autorité portuaire qui a décidé de gérer directement ce terminal. Une renationalisation de facto et un motif de fierté pour Guy Merlin. Je suis fier d'abord parce que c'est pour le pays que je travaille. Vous savez, quand vous travaillez pour votre pays, vous avez encore une certaine énergie qui vous pousse à donner le meilleur de vous-même, plus qu'il n'en faut, pour que ça marche. Une régie d'État en lieu et place du groupe Bolloré. Une fin de concession houleuse au cœur d'une féroce bataille pour le contrôle du trafic de ce terminal. En 2019, Bolloré y avait traité l'équivalent de 370 000 conteneurs et affirme avoir fait croître le trafic de 150% en 15 ans de gestion. Mais pas de quoi satisfaire le port de Douala. Donc là, c'est le parc import, c'est la zone de stockage des conteneurs. Mais là, on peut apercevoir que le sol est complètement dégradé. Nous avons des cratères, des lits d'éléphants. Pour combler les nids de poules du terminal, des blocs de pierre ont été installés sur cette artère par les équipes de Martin Adépi. Il veille désormais sur les infrastructures de Bolloré réquisitionnées par la régie du port. La société française dit y avoir investi plus de 75 millions d'euros depuis 2005. Pas assez pour la direction du port qui se plaint de la dégradation d'un terminal qu'elle juge sous-exploité. C'est le concessionnaire précédent, c'est-à-dire que c'est l'entreprise qui gérait le terminal conteneur précédemment, qui avait pour devoir de faire l'entretien de ce site. Les engins, lorsqu'ils doivent circuler à ces endroits, ils sont obligés de ralentir. Et c'était un gros risque d'incident. Et ceci a des conséquences énormes en termes de productivité. Et nous reprenons le terminal dans cette situation. Et ceci va générer des gros coûts en termes d'investissement. Depuis 2017, les contentieux financiers se multiplient entre Bolloré et le port qui s'estime lésé et veut un autre partage de revenus. Le groupe français se voit ainsi réclamer une pénalité de 24 milliards de francs CFA, près de 36 millions d'euros. Un montant contesté par l'opérateur qui a saisi un tribunal arbitral. Entre les deux camps, la guerre est déclarée. Ce qui a été réquisitionné, il y a des grilles mobiles. Dans son bureau, le directeur régional Afrique centrale du groupe fait ses comptes. Il estime son préjudice à 30 millions d'euros après la saisie du patrimoine de Bolloré par le port en fin de concession. Et pour renouveler cette concession, le port n'a pas sélectionné le groupe, écarté de l'appel d'offres final. Une éviction jugée illégale par Bolloré qui a fait condamner le port et annuler l'appel d'offres. Dès la phase de préqualification, le groupement Bolloré a été éliminé. Nous n'avons nullement dit qu'on allait gagner. Nous disons, laissez-nous participer à une compétition transparente et équitable. Et ça allait donner plus de ferveur et ça allait permettre à tous les compétiteurs d'aller à des niveaux de proposition assez énormes. Un appel d'offres annulé, confirmé par la Cour suprême. Mais la bataille du port est loin d'être terminée. Et la saga judiciaire menace de virer à la guerre commerciale entre le port de Douala et Bolloré, qui gère, à 150 km de là, un autre terminal à conteneurs. RCG2, RCG2. Vous avez combien de missions pour le moment? Vous avez 6 missions, c'est parfait. Dans ce port de Kribi, le responsable d'exploitation du groupe entend attirer un maximum de porte-conteneurs. De quoi espérer compenser la perte de Douala en déroutant le trafic vers ce terminal. C'est un port extrêmement important compte tenu de sa situation géographique. Je peux vous rassurer que le port de Kribi fait tout ce qui est de son possible pour être la destination la plus courue et nous avons l'intention d'en faire un hub. Dans cette bataille portuaire, la multinationale française a sollicité par écrit
l'intervention du président camerounais Paul Biya dans une lettre avec mention manuscrite des souvenirs très amicaux de Vincent Bolloré. Malgré cette requête, aucun épilogue. Cet élément revient donc sur le plateau pour en débattre, président Bandakani. Avant peut-être de s'intéresser aux différents bénéfices ou encore au développement, aux activités de cette nouvelle régie, RTC, qui a dorénavant pris les devants au niveau du port autonome de Douala, faisons peut-être un petit retour sur la naissance justement de cette régie, ou du moins sur ce qui a motivé la décision des autorités camerounaises d'évincer Vincent Bolloré. D'abord, sa concession arrivait à terme. C'était le mois de décembre dernier. Oui, sa concession arrivait à terme, il faut le dire. Donc, il y avait une échéance de fin de concession qui était claire. Donc, le principe était clair. Et évidemment, ce monsieur s'est lancé, n'est-ce pas, et son groupe s'est lancé dans une démarche de reconquérir, de reconquérir la concession, de renouveler la concession. Mais évidemment, entre-temps, beaucoup d'eau avait coulé sur le pont. Vous restez poli. Beaucoup d'eau avait coulé sur le pont. Nous avons fait des centaines d'émissions ici pour démontrer, preuve à l'appui, la criminalité économique, entre autres, dont M. Bolloré et son groupe étaient passés maîtres. Donc, le bilan de M. Bolloré durant toute la durée de la concession est un bilan effrayant. Il a pillé le Cameroun. Il a pillé le port autonome de Douala, comme ça s'appelait à l'époque. Il a pillé, c'était du pillage, c'était du gangstérisme à tous les niveaux. D'abord, on nous a fait croire qu'il avait même libéré un capital au départ. Il n'avait rien libéré. Vous savez qu'il y a des syndicats du port autonome de Douala. On portait plainte jusqu'à Paris. Et des choses terribles ont été mises sur la table. C'est-à-dire qu'il a fait libérer le capital, il n'a rien libéré. Les parts qui étaient a priori destinés aux syndicats et aux autres groupes d'intérêt au port, n'est-ce pas, il n'a rien respecté. Le cahier des charges qui lui avait été assigné en termes d'investissement dans le matériel portuaire, n'est-ce pas, aussi portuaire, rien. Surfacturation. Faux, usage de faux. Pillage du port. Manœuvre de toutes sortes pour piller le port. Il crée des entreprises, des sous-traitants. C'est lui-même qui est derrière. C'est-à-dire que partout, c'est-à-dire il avait étendu ses tentacules dans tout le port. Voilà. Et il ne déclarait pratiquement pas ses bénéfices. Pratiquement pas. Il n'y avait aucun rapport entre ce qu'il déclarait comme bénéfice et la réalité même de ce qu'il encaissait. Nous avons tout un dossier là-dessus. C'est quoi, on a fait des émissions ici. Donc, vous savez tout ce dossier. Donc, et sans compter la situation des employés, de tous les prestataires qui avaient au port, les employés et tous les groupes d'intérêt. Je ne sais pas, vous vous souvenez des dockers. Bien sûr. Ici, la grève qu'il y a eu là-bas plusieurs fois et qui a failli perturber sérieusement l'ordre public au Cameroun. On a vu des manifestations des dockers qui ont failli se terminer dans des bains de sang, dans l'enceinte du port, à cause du traitement esclavagiste, n'est-ce pas, que le groupe Bolloré, n'est-ce pas, imposait à ces travailleurs. Vous pourrez parler que. Donc, vous imaginez quand tout le monde sait qu'un port dans un pays, c'est l'un des rares endroits où vous avez du cash flow, c'est-à-dire que vous avez l'argent qui coule en liquide. C'est-à-dire que c'est l'un des rares endroits où ce qu'on appelle la fiscalité de porte a des rentrées sûres, Mme Mandela Sike. Lorsque on fait une concession portuaire à un groupe comme Bolloré, on est censé avoir une lisibilité, n'est-ce pas, des performances de cette concession d'année en année, surtout que non seulement vous avez la concession, mais l'État garantit même vos investissements. C'est-à-dire, à la limite, il ne prend aucun risque. Ce monsieur ne prend aucun risque. Parce que même quand il fait des investissements, quand il prend de l'argent, l'État garantit, il n'a pas la garantie. Il ne prend aucun risque. Mais durant toute sa concession, on n'a pas vu le gain que l'État camerounais a obtenu sur le plan financier. Même sur le plan de la modernisation des infrastructures de ce port. Rien, Mme Mandela Sike. L'équipe qui a pour le relais a trouvé les installations extrêmement vétustes. À tous les niveaux. Vétustes.
Mais alors, l'argent du port partout, il investissait dans quoi? Mais l'enquête qui a été faite, on démontré que le port autonome de Douala était la vache à lait de M. Bolloré. C'est-à-dire que la plupart de ses activités au Cameroun, en particulier, et même dans une partie de l'Afrique en général, dépendaient du port autonome de Douala. C'est là-bas qu'il puisait de l'argent, à travers les fausses facturations, à travers des sous-traitances truquées, à travers la dissimulation des vrais chiffres, toutes sortes de faux qu'il faisait. Il amassait suffisamment de l'argent qui lui permettait d'investir dans ses activités ailleurs. C'était la vache à lait. D'ailleurs, quand les gens ont dans le reportage, dès qu'il a perdu le port autonome de Douala, ça il faut le dire, il a perdu le port de Crimée. Même à Crimée, là, il a perdu. Ce n'est pas le fait du hasard. Parce que, et je l'avais dit, c'est que dès qu'il va perdre le port autonome de Douala, il ne pourra pas tenir à Crimée. Parce que sa vache à lait, c'était le port autonome de Douala, où il pillait tout. Donc, à quoi doit servir de faire une concession? Ou celui qui est le concessionnaire ne vous apporte rien. Il ne vous apporte pas de l'argent. Il ne vous apporte pas une valeur ajoutée sur le plan technologique et logistique. Il ne vous apporte pas de la garantie. Il vous apporte seulement des problèmes. Vous comprenez? Il ne vous apporte que seulement des problèmes. Ça sert à quoi de lui faire une concession? Mais plus grave, si ça s'arrêtait là encore, vous pouvez laisser. Mais non seulement, il ne vous apporte rien, mais le port autonome lui sert de couverture pour porter la tête à la sécurité du pays. Je vous ai dit ici que M. Bolloré réussissait à conquérir les parts de marché, chez nous, parce qu'il avait créé un État dans l'État. Je l'avais démontré ici. Dans lesquels vous trouvez des ministres, n'est-ce pas? Des ministres, des barons du régime à l'intérieur, qui nous donnent des passe-droits extraordinaires et qui ont mis un système de détournement de l'argent du pays à travers des stratégies mafieuses qu'on ne pouvait même pas décrire. Et à partir de là, donc, tout ce qui avait trait à M. Bolloré était faussé. Partout, c'était faussé. Il obtenait tout ce qu'il voulait par des voies illégales et irrégulières. Et c'est comme ça que le port autonome de Douala a servi, je répète et je le dis, de cache-sexe à des démarches visant à déstabiliser le Cameroun. Je ne vais pas revenir sur l'accident des ECA. Je ne vais pas revenir sur le transport d'armes. Nous, j'ai appris que certaines multinationales menacent, tant ont l'impression, bien tant te font distiller l'idée qu'ils vont menacer l'Afrique média. On les attend. On les attend. Moi, Banakani, président, c'est moi qui parle ici. Moi, on les attend. Nous avons les éléments. Les éléments. Moi, j'ai un volumineux dossier sur M. Bolloré. Donc, nous ne parlons pas ici en l'air. Nous avons des cartes qui ne connaissent même pas encore. S'il est parmi les gens qui tentent de nous menacer. Parce que j'apprends des rumeurs, on envoie des rumeurs, des messages pour dire, sibyllins, là, pour dire que bon, vous allez voir. Mais moi, j'attends. Nous, on attend. Donc, pour dire que, non seulement il n'apporte rien, mais en plus, il devient une menace pour la sécurité de l'État, Madame Angela Sékou. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Le président Camerounais, dans toute sa sagesse, a laissé aller, n'est-ce pas, la concession à son terme. Oui. Et Emmanuel, la meilleure, c'est quoi? C'est que c'est lorsque la concession termine que, parlons comme ça, la beauté du port, son attractivité est découverte par les Camerounais. Parce que les gens courent pour acquérir le port. Vous avez Terminal Investment Limited et Dubai Port World. Emmanuel, qu'est-ce qu'on voit? Ces deux prétendants, n'est-ce pas, qui veulent se marier avec le port, c'est un langage simple que j'utilise, nous démontrent que la valeur du port que nous a présenté depuis des années était fausse, était très en deçà de sa valeur réelle, Madame Angela Sékou. Nous avons vu ce que, par exemple, le titre nous proposait. Tout à fait. C'est-à-dire, près de 100 fois ce que Bolloré nous offrait, à tous les niveaux. Non seulement au niveau même de ce qu'on appelle les frais de quoi, là, il y a un nom, la technique que j'ai oublié là, c'est-à-dire que l'argent qu'on doit verser, c'est-à-dire que le forfait que vous versez d'abord, c'est-à-dire qu'avant de commencer à discuter, vous versez, non seulement à ce niveau-là, mais c'est-à-dire qu'à tous les niveaux, pour ne prendre que son cas, nous faisait une offre qui était pratiquement près de 100 fois supérieure à ce que M. Bolloré nous faisait. C'était le même port. C'était le même port. C'est-à-dire que le même port, en l'état, par exemple, nous proposait, c'est-à-dire au bout de 15 ans de concession,
on se retrouvait après avec des investissements directs de la part de Chine de près de 1000 milliards. Est-ce que vous vous rendez compte? Près de 1000 milliards. Là où M. Bolloré, c'est-à-dire avec tout ce qu'on peut le dire, n'atteint même pas 150 milliards. C'est parce que vous vous rendez compte, même pas 150 milliards. Je dis tout ça cumulé hein, sur 15 ans. Même pas. Donc, on se demandait, mais est-ce que c'était le même port? Mais les études, n'est-ce pas, les enquêtes qui ont été faites en interne ont amené l'État et le président d'abord à anticiper sur la fin de la concession. En signant un décret qui donnait la possibilité, vous dites que ce n'est pas le fait du hasard, on est là dans une démarche politique qui est claire de l'État du Cameroun. Donc, quelques mois avant la fin de la concession, le président signe un décret qui donne les possibilités au port de Douala de gérer son port en régie. Oui. Voilà, c'est ça, en régie. Donc, dès que l'appel d'offres est lancé, et que M. Bolloré bloque l'appel d'offres à travers, n'est-ce pas, la procédure qu'il a déclenchée au tribunal administratif de Douala, n'est-ce pas, ben, dès qu'il fait ça, évidemment, le port commence simplement, tombe dans la dynamique de la régie. Oui. De manière purement légale. Maintenant, s'ils sont dans les tribunaux, ça c'était notre débat. Mais aujourd'hui, la gestion du port autonome en régie est d'une légalité indiscutable. Le Cameroun avait anticipé. Et justement, l'attitude aussi, on va dire, des autorités camerounaises, pour ne pas dire du chef de l'État camerounais, interpelle également. On a vu tout à l'heure, lors du reportage, Vincent Bolloré, qui a tenté, qui a d'ailleurs rédigé, qui a envoyé une lettre au président de la République, Paul Biya, avec des mentions plus ou moins assez précises. Oui. Et on nous a bien évidemment, selon le reportage en tout cas, il n'y a pas eu de réponse, une suite hein, après cette requête. Donc c'est une attitude qui interpelle également. Ben c'est clair, madame. C'est pour dire qu'il y a une démarche au sommet de l'État du Cameroun qui travaille clairement, avec sagesse, à restaurer la souveraineté et l'indépendance du Cameroun sur des bases claires, des bases concrètes. La maîtrise de nos secteurs stratégiques. C'est clair. D'ailleurs, quand vous voyez la lettre, vous voyez, M. Bolloré écrit, et après, il mentionne avec sa main une écriture, c'est-à-dire manuelle. Ça a une signification en affaires. Oui. Quand quelqu'un, qu'un homme d'affaires de sa trempe, entre guillemets, écrit comme ça, c'est un message codé qu'il envoie au président. Et ce n'est pas un message codé gentil. Hein. Ce n'est pas un message codé gentil, contrairement à ce que les gens croient. Ça a une phase de gentillesse, mais ça a aussi une phase de menace non dite. Ah oui, voilà pourquoi vous avez vu tous les problèmes que le président a eu quand il sortait du pays, en Suisse, que ce soit en France, avec des manifestations et des gens qui venaient agresser physiquement même le président, sous l'œil tolérant des services de sécurité françaises. Maintenant, vous rappelez, je vous ai dit, si dès que ça a commencé, que ce sont les services secrets français qui sont derrière tout ce que les agitateurs de Paris la font là, tout ce que vous appelez BAS, que c'est BRAC, c'est quoi, tout ce que vous racontez là, c'est manipulé par les services secrets français. Il y a des gens qui ont appelé ici pour vouloir dénoncer, dire que le président Malakani exagère. Mais il y a un général de la base, je ne ferai pas l'honneur de citer son nom, qui a pondu une vidéo sur Internet, où il dit clairement, n'est-ce pas, l'implication, pas des services secrets, de l'Élysée. De l'Élysée. Dans leurs actions. Parce qu'il faut que les gens le comprennent. La vidéo est là sur Internet. Il ne se cache pas, il se présente, il le dit. Et ce monsieur vient en France, il ne vit pas ici. Vous comprenez? Donc vous dites que ce ne sont pas des blagues. Tout ça, c'était des pressions qu'on faisait sur le président. Et ce sont des méthodes de M. Bolloré, ce sont des méthodes, c'est connu. Il fonctionne comme ça. Le chantage. Le chantage. Tous ces multinationales occidentales fonctionnent comme ça. Vous comprenez? Donc l'enjeu est clair, Mme Mandela Siko. L'enjeu est clair. Donc je suis en train de vous dire que, pour connaître la gravité de cette situation, allez analyser l'offre, n'est-ce pas, de TIL et de DPW, qui étaient des prétendants, n'est-ce pas, ils voulaient soumissionner à la concession du port. Alors, quand vous voyez l'offre qu'ils font, mais vous vous demandez, mais sur le même port, on parle du même port autonome de Douala, ou bien parce que depuis 15 ans, on nous a fait croire que ce port n'était rien au regard du chiffre d'affaires, au regard des chiffres officiels qui étaient présentés. Non, on se disait que vraiment ce port-là ne rapporte rien. Ça c'est quoi? C'est rien du tout. Mais quand les gars, quand ces groupes-là viennent nous démontrer que nous sommes assis sur de l'or, et que cet or est pillé par M. Bolloré, avec la complicité des barons à Yaoundé, mais
On se lève en disant que, bon, nous, on n'était pas surpris, puisque dès l'affaire Camara, dès l'accident des ECA, nous avons dit sur ce plateau que dans les semaines, les mois et les années qui viennent, ça sera Bolloré le Cameroun. Il ne faut pas te cacher, c'est moi, Banakani, qui l'avait dit, moi j'assume, je ne me cache pas. Nous l'avons dit ici. Donc nous, on savait de quoi est-ce qu'on parlait. Nous avons déjà des dossiers clairs sur le port, des éléments établis sur le port. Mais vous savez, dans tout ce que nous faisons, nous y mettons de la sagesse et nous nous assurons d'avoir de nos arrières, en termes d'éléments, en termes de sources, avant de lancer une bataille. Donc, Thiel et DP World, n'est-ce pas, sont simplement venus nous crédibiliser, puisque c'est leur métier. Ils maîtrisent l'activité portuaire et maritime. Donc, ils savent de quoi est-ce qu'ils parlent. Ces gens ne vous disent pas qu'ils vont investir plus de 500 milliards. Plus de 500 milliards. Des centaines de milliards rien qu'en droit d'entrée. C'est-à-dire droit d'entrée. Je dis comment? Je dépose d'abord ça. 500 milliards. Je dépose d'abord au moins 100 milliards, caution. 200 milliards, 300 milliards comme caution. Là, M. Bolloré prétend avoir versé 60 milliards. Il prétend. Personne n'a vu les traces. Hein? Il prétend avoir versé. C'est-à-dire que quand vous voyez ça, vous vous dites que mais on est où là? C'est pas possible. Pendant plus de 15 ans, on a pillé notre port comme ça. Madame, on est là, notre pays souffre et cherche de l'argent partout. Nous avons des problèmes, nous avons des tensions de trésorerie, nous avons besoin d'argent, nous avons des exigences en matière de sécurité qu'il faut garantir, nous avons des contraintes extraordinaires avec ce qu'on appelle les partenaires internationaux, avec ce qu'on appelle le FMI et consorts qui nous font la pression, alors que nous avons du cash flow qui est au port, que quelqu'un ramasse et envoie à l'étranger parce que, n'est-ce pas, il a mis un système mafieux avec la complicité des barons de Yaoundé. C'est ça l'affaire du port. C'est cela l'affaire du port, la preuve. Regardez ce qu'on a en 6 mois. Un semestre d'activité. Près de 24 milliards de chiffre d'affaires. Non, 26 milliards. Non. 23, on est à plus de 23 milliards. Donnons le vrai chiffre. 23 milliards 982 millions de francs CFA de chiffre d'affaires. Oui. 6 mois. Et 20 jours, Manuela, je dis bien 20 jours, je n'ai pas dit 20 semaines, 20 jours seulement après que la régie ait amorcé son fonctionnement, donc, dans le 1er janvier 2020, elle a dégagé les chiffres supérieurs à ceux déclarés par l'ancien concessionnaire dans le même laps de temps. J'ai dit 20 jours. Vous vous rendez compte? Si un port peut être aussi opérationnel en 20 jours, alors qu'il vient de sortir d'une crise, n'est-ce pas? D'une crise entre l'ancien concessionnaire et l'État, avec toute la campagne que M. Bolloré a menée, d'intimidation, de diabolisation du dénigrement, n'est-ce pas? De la nouvelle équipe des gestionnaires du port au niveau international. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit ici? On a dit vraiment ils ne sont pas crédibles. Ils ne connaissent rien en matière d'activité portuaire. Vraiment, le port va connaître pratiquement un arrêt. Emmanuel, ça n'a pas été seulement des menaces verbales. Le système le système d'information TOS Navis numéro 4 a été acquis en procédure d'urgence par le port autonome de Douala. Vous savez pourquoi? Non. Parce que M. Bolloré avait rendu inaccessibles et inexploitables les anciens logiciels. Si on paralyse votre système d'information dans un secteur aussi sensible comme le port, c'est pour vous détruire. Vous comprenez ça? Oui. C'est pour vous détruire. C'est pour vous détruire. Mais le port autonome, avec son nouveau directeur, avec son directeur général Cyrus Ngor et toute l'équipe qui est autour de lui, avec la confiance des autorités de Yaoundé, ils ont tenu bon. Les chiffres sont là. On dit là, en 6 mois, dans le contexte de la pandémie, avec ses conséquences en termes de ralentissement, n'est-ce pas, de l'activité économique. Le port autonome nous produit ces résultats. Mais ça veut dire quoi, madame? Mais il y a même plus grave. Il a baissé les tarifs des prestations de 10%. Ça veut dire que le type, dès le nouveau gestionnaire du port, dès le début, décide de perdre de l'argent. Et ils baissent les prestations de 10%. Malgré ça, ils ont ce bilan en 6 mois. Ils ont ce bilan en 6 mois. Donc, c'est pour vous dire, il n'y a même pas de débat. Nous qui avons engagé ce combat, nous suivons de très près l'exemple du port. Parce que l'exemple du port doit être étendu à toutes les autres entités publiques de notre pays. Que ce soit dans le transport. Et la dernière mesure que le président a prise en matière de transport avec Ameco, c'est une bonne chose. Un gouffre à sous, il fallait stopper ça. Il faudra faire pareil à Kambota. Ça a commencé. Pareil au niveau de l'énergie électrique. Et ça a commencé avec le président en train de structurer le secteur énergétique non seulement en diversifiant
les acteurs du secteur avec, n'est-ce pas, une emprise importante de l'État en matière de transport d'énergie, d'électrique et tout, en matière de maîtrise du patrimoine, au niveau de l'énergie, pour que les secteurs stratégiques de notre pays soient maîtrisés par le pays et nous rapportent de l'argent. Alors nous parlons. Un des secteurs qui rend le flux de la dette de notre pays tendu, je vais rester poli, tendu, c'est le secteur des entreprises de parapublic, mal géré pour la plupart, et qui tout le temps entraîne des déficits. Et il faut que l'État comble ces déficits. Alors que ce sont des secteurs rentables. Si c'est géré autrement, il y a de l'argent. Voilà l'exemple du port. C'est pareil dans tous les entreprises et établissements publics. Donc, le grand coup de fouet, le grand bond là, le grand virage que l'État du Cameroun a entreprise, n'est-ce pas, dans le secteur stratégique, dans le portefeuille de l'État, doit être accéléré et encouragé. Et pour cela, il y a une grande responsabilité qui pèse sur les épaules de l'équipe de M. Siringo, pour qui nous avons du respect. Parce que s'ils échouent, vous comprenez, les détracteurs de la souveraineté nationale, l'État dans l'État que les gens ont construit à Yaoundé, vous comprenez, ces gens-là, ils n'attendent que ça pour rebondir et venir fondre encore sur le patrimoine public, vous comprenez, pour aller partager avec leurs vautours, leurs complices étrangers, pour ramener Bolloré ici au Cameroun. Donc le port autonome ne doit pas échouer. C'est un enjeu majeur pour nous. Le port ne doit pas échouer. Et nous sommes contents de voir ce niveau de performance. Il y en a d'autres, je regarde les biscuits. Hein. Comme vous dites qu'il y a des choses qu'ils sont en train de faire, n'est-ce pas, que M. Bolloré, en 15 ans, plus de 15 ans, n'a pas pu faire. Dites-moi avec quels moyens ils sont en train de faire ce que tout à l'heure je vais annoncer. D'accord. Nous gardons l'annonce peut-être après les appels. Hein. Donc, on va aller au standard.